C'est bon. Bien, et bonsoir. Alors, on commence M. Bell, présent, M. Chabria, présent, Mme Chaumeil, présente, M. Corr, présent, Mme Cuvillier est absente à un donné pouvoir, il pas pour nous, M. Jean-Jacques Dauphin, présent, M. Dominguez, présent, M. Ducrot-Michel est absent à donné pouvoir, il Corr, M. Pafonini, je suis là. M. Hilaire Gérard est présent. Mme Leblanche est présente. M. Machet est absent. A donné pouvoir à, que je ne dise pas de bêtises, Gérard Hilaire. Exact. Excuse-moi. Madame Mathieu est présente. Madame Molinier est présente. Madame Moulin est présente. M. Pétain est présent. Madame Féfer est absente à donner pouvoir à M. Dominguez, Madame Pinault présente, M. Rodelard présent, Madame Talonga est absente à donner pouvoir à Edwige Monnier. Madame Maespi présente, M. Besser présent et Madame Gerslerskirch présente. Secrétaire ou secrétaire de séance. Qui va, pas d'opposition, pas de réduction. Par rapport au dernier compte rendu, est-ce qu'il y a des modifications? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mal interprétées, mal écoutées, mal retransmises? Adopté. N'oubliez pas de signer, tous ceux qui sont visés ne signent pas comme d'habitude. Voilà. Première ordre du jour, attribution du marché des travaux de l'eau déclarés sans suite. Bon, vous savez qu'il y a des lots qui ont été déclarés sans suite lors du dernier conseil pour des raisons donc, de montage de marché, pour des raisons de non-réponse sur des, comment dirais-je, sur le cahier des charges. Donc on a refait une consultation pour le lot 7, le lot 8, le lot 9, le lot 11 et le lot 14. En ce qui concerne le lot 7, donc il y a eu deux nouvelles propositions. La proposition du marché d'estimation était à 45 300, mais elle était sous-estimée dans le sens où il y avait des portes qui n'étaient pas prévues et des modifications qui n'ont pas été prévues et qui ne correspondaient pas au marché. Donc la consultation a été relancée, c'est donc Genévilliers qui se placerait en position 1 devant Meunier-Barnat. La première proposition, sachant que l'offre la moins disante est de 45 445 par rapport au marché qui est de 45 300, donc nous sommes dans le marché, ça serait Genévilliers qui serait reconnu dans les critères et les offres de retenue. Voilà, je plus loin. Ensuite, nous avons le lot serrurerie-acier. Le lot serrurerie-acier, donc c'est dans les offres moyennes, c'est 96 591,50. L'estimation était à 76 800. Nous avons une offre qui était très très basse et qui est revenue sur le tapis, on ne sait pas pourquoi, qui est 20 062,17. Et celui qui a été retenu, c'est 81 215, qui se rapproche plus de l'offre, de l'estimation hors taxe. On sait bien pourquoi l'offre la plus basse, il manque pas mal d'éléments. Elle n'est pas conforme. Mais elle est trop basse, de toute façon, donc pas conforme. Donc le 8, si j'avais dit serrurerie-acier. Ensuite, nous avions le lot 9. Pardon? C'est qui? J'ai pas dit le nom? Ah, excuse-moi. Donc c'est Priva. Pardon, excuse-moi. Ensuite, nous avons le lot 9, plâterie peinture. Donc l'estimation hors taxe est de 143 000. La moyenne des offres est de 164 656. Celui qui a été retenu, c'est l'entreprise Scoutarel, je vais y arriver, pour 145 172. Au départ, il n'avait pas de prise en compte des critères de demande, donc il a réactivé ces critères et il s'est mis en conformité pour la sécurité, voilà, dans les cadres des normes. Donc, Scoutarel pour 145 172,74, l'estimation étant de 143 000. Ensuite, nous avons le domicile intérieur mobilier bois. Donc, il y avait une estimation à 125 000 €
L'offre du moins 10 ans est de 128 035,40. C'est l'entreprise Ferrérol, pour ceux qui la connaissent, elle est à 143 328,80. Il est labellisé BTMC et il est dans le moins 10 ans. Ensuite, nous avions l'estimation des équipements scéniques. Nous en sommes restés là, les équipements scéniques, nous l'avons ajourné parce que c'est toujours pareil. Je crois qu'il faudra qu'on sache exactement ce que l'on veut, mais par contre, dans le cadre du marché, l'entreprise a mis une base moyenne, c'est-à-dire par rapport à son estimation qui était à 56 200, Manganelite à 73 800, la SARL STS 71 339. Donc ce que l'on a fait, c'est que l'équipement scénique, on a quand même mis la somme, mais on ne la retiendra pas parce que je crois qu'il faut qu'on détaille bien ce dont on a besoin pour l'équipement de cette salle. Sachant qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place, que ce soit le rideau, alors déplacé oui, mais ce rideau est en état, le projecteur est encore en état, deviendra obsolète, mais on verra par la suite. Ensuite, c'est simplement une question de rideau, de déplacement, disons d'espace sur la scène, mais ce n'est pas le matériel. Mais le matériel aujourd'hui est utilisable puisqu'il y a des projecteurs, il y a tout. Voilà. Donc je pense qu'il faudra voir au moment où on arrivera sur la fin du marché si ce que l'on fait exactement par rapport aux équipements, on prend des précautions parce que là ça monte très très vite. On a pu l'avoir la dernière fois. Voilà ce qui vous est proposé dans le cadre de ce marché pour qu'on en finisse et que l'on puisse décider des entreprises à poursuivre. Est-ce que ceci appelle des questions? Dans une petite précision, est-ce qu'on pourrait, c'est pas une obligation, indiquer donc d'où sont originaires les entreprises qui ont été retenues? Sur le plan local, pour savoir un petit peu. Oui, alors ce qu'il y a de sûr, c'est que Genévrier, il est dans le coin, mais vous diront, j'en sais rien. Il est du 42, ah pardon, il est d'Alois. Ensuite, je sais que il est où? Est-ce que on peut vous les faire passer? Non, on sait que par exemple, tout arrêt, c'est Clermont, on sait. On sait que Ferrérol, c'est Mirefleur. Oui, bien sûr. Voilà. Et après, bon, c'est comment dirais-je? On a essayé, de toute façon, c'était un peu dans l'objectif de prendre localement. Mais les deux, ce qui s'est trouvé comme ça, les deux menuiseries extérieures, le numéro 7, c'est deux entreprises du 42 qui ont répondu. Uniquement. Autre question? Est-ce qu'on a fait un point en fait des plus-values par rapport à la estimation? Oui, je peux vous le donner. Écart avec l'estimation, moins 34 293,01. Donc, ce qui représente un écart en pourcentage de moins de 93%. Oui, c'est vrai que je ne peux plus vous le donner, excusez-moi. Bon, écoutez, je vous demande d'approuver l'attribution des marchés aux entreprises par les lots fructueux, d'autoriser le maire à signer les marchés afférents. Y a-t-il des abstentions? Les contre? Adopté. Saint-Ammoniac, demande de subvention au titre du FEDER, rapporteur M. Corps, agent de finance. Donc, au mois de janvier dernier, nous avions sollicité les subventions au titre de la DSIL, du BTC au niveau régional, du bonus Bourg-Centre. Et donc, maintenant que nous avons donc délibéré pour l'attribution notamment des menuiseries intérieures et extérieures, et pour l'eau neuf et également pour l'isolation, on peut faire une demande de subvention au titre des fonds européens. Donc voilà, au titre du fédéral. C'est pour ça que c'est uniquement l'objet de cette délibération. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que on pourrait, parce que là c'est vraiment du conditionnel au niveau du fonds européen,
parce que c'est des dossiers qui sont assez complexes à monter, qui vont dans le détail. On pourrait obtenir environ entre 150 et 160 000 euros de fonds FEDER. Donc, sachant qu'à côté, au niveau du BTNC région, on pourrait avoir entre 60 000 euros à peu près. Nous avons sollicité, mais alors c'est vraiment très aléatoire, la DSIL pour 50 000 euros. Mais là aussi, ça va plus sur les grosses métropoles. Et le bonus boursante également pour 200 000. Là, on a mis le chiffre le plus haut possible, mais vraiment, si ça se trouve, on aura un beau zéro. Voilà. Donc, on tente, et à l'heure actuelle, tout le monde est là à serrer les boulons et tout le monde demande. Alors, on verra bien. Ceci dit, je ne comprends pas pourquoi il faut, excusez l'expression, pinailler les services de l'État, etc., alors que les crédits FEDER ne sont jamais complètement consommés. Ben, vous avez regardé Ben, ça c'est jamais. Je pense à cause de ça, justement. C'est d'une complexité pas possible. Ben oui, mais Est-ce qu'il y a des contraintes impératives à respecter? Ah oui, énorme, énorme. On a fait venir, donc, Madame Nassiri, elle a fait venir une personne qui ne fait que ça au niveau des collectivités, parce que même certaines leur disent, mais c'est même pas la peine de demander, vous ne l'aurez pas par rapport à tel critère, telle chose. Et je reprends ce que vous êtes en train de dire. Ce midi, il y avait un très bon reportage justement sur les fonds FEDER qui était l'Europe qui repart parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas consommés. Moi, je n'arrive pas à comprendre, je suis comme ça. Et on retourne à la région lundi avec Madame Nassiri pour rencontrer deux personnes pour savoir exactement ce qu'ils veulent, parce que c'est vraiment... Entre le début d'un dossier et la fin d'un dossier, les critères peuvent changer. Oui, c'est ça. D'éligible, on passe à inéligible ou... Oui. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que Madame Nassiri et sa collègue de la région qui est venue et qui a travaillé sur le dossier, oui, la Dume, mais on a vu aussi qui ont essayé de faire avancer ce dossier. Elles ont passé, c'est comment il appelle parmi tant d'autres, voilà. Donc pour pouvoir monter le dossier et répondre à tous les critères qui sont... Alors c'est assez surprenant parce que j'ai vu une commune pas loin d'ici, ce qu'ils ont pu obtenir, c'est impressionnant, alors qu'on est dans les mêmes critères, dans les mêmes... Alors on n'est pas rural. Il y a ça aussi. Voilà. on est une métropole ici. Oui, petite métropole. Mais bon, le tout c'est de bien monter les dossiers et de les solliciter, donc c'est ce que je vous propose. Hein. C'est un engagement de solliciter une subvention au titre du FEDER et d'autoriser le maire à signer tout document permettant de mettre en œuvre cette décision, accompagner des services de l'État ou des services de région ou des services en conséquence par rapport à ces subventions. C'est tout ce que je peux vous dire sur le sujet, parce que je ne vous donnerai pas ma bénédiction en disant on les aura. Je dis simplement on les demande et on fait. Voilà, c'est tout à Si on en pas, on est sûr de pas l'avoir. Si on en parle, sur pas, ça c'est sûr. Il faut tout demander. Voilà, c'est comme ça que vous le demandez. Voilà. Je suis sûr de gagner. Ouais. Oui. Non. Bien. Bon, ben, je vous propose d'approuver l'attribution, de solliciter une subvention au titre du FEDER et d'autoriser le maire à faire les documents nécessaires pour chercher ces subventions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Je suppose que non. Des abstentions? Je suppose que non. Très bien. Subvention à l'amicale des pompiers. Bon, je ne vais pas vous refaire l'historique des pompiers de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ils sont regroupés à la caserne des Martres de Verre. Ils sont 45. Ça regroupe 4 communes. Ces 4 communes, eh ben, c'est Coran, les Martres de Verre, Vermonton et Mirefleur. Donc ça représente 45 pompiers. On sait qu'aujourd'hui, et on peut que le constater, c'est très efficace. Pas en délai, mais en intervention, c'est très efficace. En délai, moi, ça me laisse toujours un peu sceptique, mais bon, c'est dans le temps qu'on verra. Mais bon, c'est vrai que depuis qu'il y a un VSAC, au Martre, on voit arriver une ambulance. Par contre, après, je vous dis, les délais, il suffit que ça tombe sur
Il y en a qui transportent des pompiers. Et si le feu est bloqué au marbre vert, c'est-à-dire si la file de 17h, 18h, c'est pipé pour ceux qui arrivent. Bon, en attendant, ces pompiers. Il y a une technique, monsieur. C'est que les pompiers pourraient avoir un appareil, ça existe, si le feu est au rouge. Mais c'est pas les pompiers. Les pompiers, s'ils mettent le flash bleu, après ils passent. Le problème, c'est pour y aller à la caserne. Parce que les feux, à distance, ils peuvent être modifiés. Parce que quand on part du Haut-Monton pour faire 11 minutes à la caserne, si vous êtes en bas, moi je l'ai fait plus d'une fois. C'est une heure de pointe. Si c'est une heure de pointe, le feu de le compte. Je vais plus vite avec mon vélo. On n'y est pas. Et voilà. Donc, pour en venir à ça, l'amicale qui existait s'est recréée sous d'autres, disons, dans le même principe. Cette amicale, nous leur version une subvention. Chaque commune avait ses critères et donc nous avons décidé, les communes d'un commun accord, les trois, je dis bien les trois communes parce que Coran n'est pas exclu en tant que pompier, mais il est exclu en tant que demande de subvention, de faire une attribution. Donc nous donnions par le passé 1 000 €. Cette répartition a fait qu'aujourd'hui on ne donnerait que 750 € en accord avec les pompiers et un accord donc avec Joël Pfeffer qui s'occupe de cette attribution et de cette dotation. Voilà ce qui vous est demandé d'approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 750 € à l'amicale des pompiers. Mais il faudrait peut-être préciser à quelle amicale. À l'amicale des pompiers Oui, mais regroupants. les pompiers, c'est là. C'est là. La commune du secteur. Du secteur. ont été regroupées, les communes concernées sont mises d'accord sur une répartition de la subvention. Donc ce que je peux rajouter, c'est Coran, Marne-de-Vert, Vermonton, Fleurs. C'est l'amicale des pompiers, c'est Du groupement. Voilà. Donc on rajoute le groupement des 4 communes, Groupement des Marne-de-Vert. groupement des Marne-de-Vert. Pas de... Oui. Par curiosité, la subvention des deux autres communes, c'est combien? Alors, Mulmar, c'était bien inférieur, Mirefleur, c'était supérieur, et nous étions entre les deux. Mirefleur avait une très grosse subvention. Donc là, c'est 750 Oui, 750 par commune. On n'a pas... En fonction de Tout le monde donne la même chose. D'accord, c'est ça. Non, c'est parce que en fonction des montants donnés par le passé et du nombre d'habitants. Ah, pardon. Ils ont changé. Ah oui, pardon. Alors voilà. J'ai oublié, c'était par habitant. C'est par habitant. C'est ça. Donc, le Coran a 737 habitants, les Marques 4030, Mirefleur 2489, Vermonton 3549. Donc, les subventions que donnait Coran, c'était 0, parce que j'ai la subvention. Les Marques, c'était 112. Mirefleur, c'était 1000, et nous, c'était 1000. Voilà. Donc, ça faisait une subvention de 2112. Donc la répartition sur les 3 communes en population, nous c'est 744 habitants, donc ça fait 750 €. Voilà. Excusez-moi, je ne savais pas qu'ils avaient changé de fusil d'épaule. Donc disons qu'on donne par rapport aux autres. Exactement la même chose. Moins qu'avant. Oui, est-ce qu'il est nécessaire de mettre le terme exceptionnel? Parce que je suppose que nous la ferons tous les ans. Oui. Si on l'avait tous les ans, l'exceptionnel, cherchant qu'on la vote tous les ans en dépendamment des associations locales. Donc elle est exceptionnelle, puisqu'elle sort de la commune. C'est pas une association communale directement. Non, je suis d'accord, mais c'est une subvention. Parce que exceptionnel, ça veut dire. Vous en pensez, Madame Massiri, les mots? C'est vrai que je m'étais fait la réflexion aussi, qu'elle n'est pas exceptionnelle parce qu'elle est récurrente. Donc on supprime exceptionnel? Je pense. Parce que autrement. On supprime exceptionnel. Donc d'approuver l'attribution d'une subvention de 750 € à l'amicale des sapeurs-pompiers du regroupement. C'est pas une exception temporelle, c'est une exception géographique.
à l'amicale des pompiers des Marques de Verre, regroupant les 4 communes de Coran, Mirefleur, les Marques de Verre et Verre. Abstention? Contre? Adopté. Alors, le PF SMAF a acquis pour le compte de la commune les parcelles 610-612 situées à l'île d'Occitanie. Donc, ces parcelles aujourd'hui font état de travaux, puisque vous savez que la parcelle 610, elle, va avoir. Non, c'est 612. Il y a les deux de toute façon. Donc, les 2 parcelles servent pour les travaux, disons, de l'extension de la salle Harmonia. Donc nous devons aller, disons, dans la démarche des acquisitions pour le PF SMAF. Ça va changer beaucoup de choses, hein, le PF, là, on a eu une réunion récemment, ça va changer énormément par rapport aux, disons, aux dossiers qui sont dans l'EPF et qui sont soit des travaux ont été entrepris, soit les travaux sont terminés et disons l'EPF est toujours porteur. Donc c'est pas très légal. Donc on va remettre tout ça à plat. Donc nous, on se prépare avant la fin des travaux et on lancera dans l'année le remboursement. Nous avons une parcelle qui a été donc elle finie de payer. Puisqu'elle n'avait pas les mêmes, disons, les mêmes attributions. L'une a des logements dits sociaux ou de services, et l'autre, c'était une cour ou des garages. Donc, ce n'est pas dans la même démarche. Le prix donc, de cession qui s'élève à 71 360,82 sur un montant s'ajouterait les frais d'actualisation pour 31,88 €, dont le calcul a été arrêté le 31 décembre 2019 et une TVA en marge de 6,38 €, soit un prix de cession toute taxe comprise de 71 399,08 €. Par contre, la commune a réglé à l'EPF MAS, donc depuis l'acquisition, 58 450,85 € au titre des participations. Donc le restant dû est de 12 944,23 TTC. Donc, ce qui nous est proposé, c'est le rachat des parcelles pour être en conformité avec les règles de l'EPF SMAF, c'est-à-dire travaux attaqués. À la fin des travaux, nous achetons définitivement la parcelle. Comme ceci court sur l'année 2019, donc dans l'année 2019, la parcelle sera rachetée. Ceci avait été prévu au budget. Voilà, donc d'accepter le rachat par acte administratif des parcelles 610 et 612. Ce qu'il y a, c'est qu'on évite maintenant les frais de notaire, parce que l'EPF a un service administratif compétent et permet de faire des actes administratifs qui ont la même valeur qu'un notaire, qui coûte beaucoup moins cher. D'accepter les modalités de paiement exposées ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document relatif à cette procédure et de désigner M. Corps comme adjoint pour la signature de l'acte, puisqu'effectivement je suis membre du conseil d'administration, je ne peux pas faire les deux. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, par curiosité, ça fait combien au prix, le prix au mètre carré? Ah, je ne suis pas là. Non, c'était. Non, le prix au mètre carré est estimé par les domaines à l'époque. On peut reprendre le dossier, mais je ne me rappelle pas à l'époque. Moi non plus. C'est du bâti, urbain, une grange, il y a une grange plus une surface derrière, 610. C'est grand, hein. C'est pas excessivement. Autant que je me rappelle, il avait estimé, disons, dans les. De toute façon, l'EPF, les domaines, c'est les domaines à l'époque. Puisque maintenant, c'est l'EPF qui va faire des estimations. Et vous avez vu que dans le cadre de la loi, il va y avoir une évolution en fonction du marché bien établi. C'est-à-dire que tout sera sur les mêmes bases du même marché. Parce que les domaines, ce que faisait le juge des expros, lui en général, quand il y avait contentieux, il se prenait la différence que demandait le vendeur et la différence qu'estimaient les domaines. Donc il faisait une balance et il retrouvait un juste milieu. À peu près c'était comme ça, ce juste milieu. Jamais il suivait le vendeur et jamais il suivait les domaines. Donc on arrivait à trouver un juste milieu. Et toutes ces références étaient faites en fonction des immeubles qui étaient vendus à proximité ou des terrains qui étaient vendus à proximité. Donc si c'était du bâti, c'était en fonction des immeubles bâtis, et si c'était des terrains vides, c'était en fonction des terrains vides. Voilà, donc c'est comme ça que ça avait été estimé par les domaines. Mais aujourd'hui, de toute façon, il faut qu'on dépasse une certaine somme pour que les domaines interviennent. Sinon, ce sera le PFSMAF qui nous aidera à faire l'évaluation, puisqu'on a mis en place
comment ils appellent ça, un cahier qui nous permet de voir les marchés qui sont en cours. Et ce qui évite des choses comme par exemple, je prends le cas de ce qui se passe au Martre de Verre, on a eu des grosses difficultés à acheter à des prix de terrain qui étaient estimés entre 10 et 15 euros par les domaines non viabilisés sur les côtes près de la gare où ils font l'éco-cité ou l'éco-quartier. C'était estimé entre 10 et 15 euros. On a eu une levée de bouclier à l'époque parce que le supermarché, pour aller très 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 vite, avait disons lui, accepté des lots à 33 euros du mètre carré. Je me rappelle des prix là, parce qu'il y a eu un débat pendant plusieurs mois. Oui, c'était énorme parce que l'investissement qu'il fait, pour vous donner une ordre d'idée, sur ce chantier-là, la communauté de communes équilibre le projet à 2 millions d'euros. Donc vous voyez que ce n'est pas une mince affaire. Et c'était des terrains dits agricoles, disons de valeur moindre, puisque c'était plus des moutons qui étaient sur le terrain que de la culture. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'avoir ce plan détaillé des acquisitions et des prix qui se font à l'heure actuelle sera de bonne... Parce qu'il n'est pas question, moi je pars toujours de ce principe, de voler un vendeur, mais il n'est pas question qu'un vendeur s'engage sur la collectivité. Voilà. C'est mon point de vue, mais ça engage tout le monde. Là, une fois de plus. Voilà. Le bâti, on aura quelque chose après. Ça va dépendre de la volonté, soit des bailleurs, soit des services. Moi, j'étais parti sur une idée, mais il faut qu'il reste un bâtiment à côté que tout le monde connaît. C'est un bâtiment de, pour ne pas le citer, M. Guittard, qui pour le moment ne veut pas le vendre. Tant que ce bâtiment ne sera pas acheté, à mon avis, c'est difficile d'entreprendre un projet. Ce qui est regrettable, c'est qu'on avait un podologue, des dentistes, un médecin qui cherchait des services de proximité, c'est-à-dire d'installer leurs services. Et il s'avère qu'ils ne peuvent pas s'installer pour le moment. Donc ils cherchent un terrain plat à plusieurs. On en a trouvé, mais c'est pareil, des propriétaires en veulent un certain prix. Et comme c'est eux qui achètent, c'est pas nous, puisque là, cet aménagement, c'est l'acquisition faite par des privés. C'est dommage parce que là, à mon avis, dans ce bâtiment, on aurait pu mettre tous les services de proximité rassemblés et ça aurait donné au cœur de ville une existence qui lui manque un tout petit peu aujourd'hui avec la Poste qui a tendance à s'enfermer sur elle-même. Et puis il y aura certainement... Mais il y a des choses à faire et je suis convaincu que ceux qui vont prendre la suite, puisque tout le monde le sait, trouveront des idées et progresseront sur ces bâtiments. Mais on ne pouvait pas passer autrement à côté que de ne pas les acheter et de laisser faire un garage de caravane pour un privé. Voilà, c'est ce qui était prévu au départ. Bon, voilà. Mais c'est dans le giron communal, c'est propriété de la commune. Moi je voyais bien, et j'arrête, je voyais bien, puisqu'il y a deux portes ouvrantes avec des arceaux, je voyais très bien une entrée d'un côté et une sortie de l'autre pour faire des parkings derrière et des services de proximité par rapport au corps médical. Voilà, c'était une vision que l'on avait eue tous ensemble et je pense qu'on était au juste. Autre intervention, sinon donc d'accepter le rachat par acte administratif, je le disais 610-612, d'accepter les modalités de paiement exposées ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document relatif à cette procédure, de désigner M. Corps, premier adjoint, comme signature de l'acte. Abstention, contre, adopté. Opposition au transfert de compétences assainissement, Monsieur le conseiller départemental et président du CNFBA. Est-ce qu'on peut vous demander de... C'est moi, Monsieur Blanc. Monsieur Blanc. Monsieur Sardon. Ah oui. Est-ce qu'on peut vous demander des explications? Ça sera peut-être plus simple, je pense. Je peux donner des explications que je connais. Mais... Oui. Non, mais c'est résumé dans la délibération. Hein, tout le processus d'écoute de la loi NOTRe qui prévoyait un transfert automatique des compétences assainissement collectif et non collectif aux communautés de communes au 1er janvier 2020. Il s'avère que un certain nombre de communes, en particulier de petites communes, étaient un
peu attachés à leur service assainissement et que les communautés de communes ne sont pas forcément prêtes à l'heure actuelle à prendre cette compétence assainissement collectif et non collectif. Donc, la loi a évolué et a permis, si on trouve une opposition, enfin, il existe une opposition d'au moins 25% des communes membres de la communauté de communes qui représentent au moins 20% de la population, et qu'elle délibère avant le 1er juillet 2019, il est possible de maintenir les choses dans l'État, les compétences en l'État, jusqu'au maximum au 1er janvier 2026, ce qui permettrait effectivement aux communautés de communes de s'organiser et de pouvoir réfléchir, ce qui n'a pas encore été fait, qui leur permettrait de pouvoir réfléchir à la manière dont les assainissements collectifs et non collectifs pourraient être pris en charge, soit directement par la Comcom, soit par le biais d'un transfert à un syndicat ou autre. L'idée étant qu'il fallait harmoniser, qu'il serait utile de réduire le nombre d'agglomérations d'assainissement, en gros c'est ça, de manière à avoir une gestion qui soit plus harmonisée et plus autonome sur des agglomérations d'assainissement plus vastes. Évidemment, comme d'habitude, alors quand je dis comme d'habitude parce qu'on a déjà évoqué ce sujet-là, les rédacteurs de la loi NOTRe ont oublié que les tuyaux ne suivaient pas forcément les limites administratives, tout comme les cours d'eau, comme les montagnes, voilà. Et la géographie physique est aussi têtue que la géographie administrative. Donc ça pose un certain nombre de problèmes, et donc vous avez vu dans la délibération qu'il y a beaucoup de communes qui sont soit en régie directe, soit en prestation de service avec un prestataire ou en délégation de service, et qu'il y a un certain nombre de syndicats, je ne suis pas sûr que ce soit 5, peu importe, qu'il y a un certain nombre de syndicats qui interviennent actuellement, et qu'il y a tout un travail d'harmonisation à effectuer et à faire. Donc la communauté de communes, puisque c'est la communauté de communes qui propose aux communes de délibérer dans le sens d'une opposition, de manière à ne pas prendre la compétence assainissement collectif et non collectif au 1er janvier 2020. En gros, ça veut dire, la communauté de communes dit on n'est pas prêt à la prendre, donc ce serait bien qu'il y ait une minorité de blocage, comme on dit, de façon à ce que cette compétence ne soit pas prise. Il y a certaines petites communes, je vais essayer d'être complet, il y a certaines petites communes qui peuvent voir ça d'un mauvais œil, dans le sens où elles se disaient qu'elles seraient débarrassées, entre guillemets, de cette compétence d'assainissement collectif et non collectif. Alors je dis toujours assainissement collectif et non collectif parce que dans la loi, les deux sont liés. Ce qui est soustrait de la compétence globale, c'est le réseau pluvial, puisqu'il y a un moment, il était question qu'il reste dans le giron de l'assainissement collectif, non collectif et réseaux pluviaux, mais il n'y a que les communautés d'agglomération et métropoles qui ont cette obligation. Autrement dit, le pluvial restera de toute façon, pour l'instant, aux communes. Donc je disais, il y a des petites communes qui voyaient venir ça comme le Messie en disant enfin on n'aura plus besoin de s'occuper d'assainissement, sauf que si vous avez parcouru la délibération, vous avez aussi vu que les prix au mètre cube de l'eau assainie est nettement différente d'un endroit à un autre. Et que effectivement on peut faire de l'assainissement collectif comme sur certaines communes où l'assainissement collectif se résume en quelque sorte à une collecte avec quelques tuyaux qui est rejetée directement dans la fossée sans épuration. Donc effectivement là c'est... Mais à partir du moment où il y a un tuyau collectif, ça s'appelle de l'assainissement collectif. Même si on n'arrive pas au résultat escompté qui est la réelle épuration de l'eau et voilà. Et dans cette délibération, pour finir,
À titre personnel, j'ai une petite réticence sur un terme. À la fin de la délibération, il y a marqué ces situations disparates, les tarifs, etc., nécessitent au préalable un diagnostic et une analyse précise des 28 cas communaux avant de déterminer les conditions juridiques et financières d'exercice de cette compétence. Un recours à un cabinet d'experts sera nécessaire. Alors vous allez certainement dire que je coupe les cheveux en quatre, mais cette délibération elle est prise par la commune, donc c'est la commune qui aurait pu dire ça. Donc moi je m'interroge sur le fait que lorsqu'on va mettre en œuvre ça, on va nous dire mais c'est la commune qui a délibéré, donc c'est la commune qui va payer l'expertise et l'étude. J'adhère tout à fait, puisqu'on en a parlé au conseil communautaire. Voilà. Donc, moi je vous proposerai, monsieur le maire, je vous proposerai. Non, mais je vous dis, j'adhère à ce que vous avez entendu. Je proposerais de supprimer ces 3 lignes et que Ou alors, moi j'avais pensé de dire un recours à un cabinet d'experts sera nécessaire, celui-ci mandaté par la communauté de communes. Par exemple. Oui, mais mandaté, c'est pas. Oui, c'est pas payé, c'est vrai. pas payé. Il faut attention. Là, en plus, tu leur donnes leur bon rôle, quoi. Tu vois. Ouais. Vous choisissez le bureau d'études et c'est nous qui payons. Voilà. Bon, c'est peut-être un. Non, mais chose que je fais. On en avait discuté avec la communauté de communes. D'autant que, apparemment, quand on a discuté avec la communauté de communes, la communauté de communes a bien conscience actuellement que ce serait à la communauté de communes de le faire, mais c'est une délibération qui est valable pour jusqu'en 2026, tant que les choses ne se sont pas passées. Or, la communauté de communes d'aujourd'hui n'est pas forcément la communauté de communes de demain. Donc moi je serais plutôt vigilant sur ce point. Ou alors on pourrait dire cette situation disparate nécessite au préalable un diagnostic de la part de la communauté de communes. Oui. Pourquoi pas? Parce que bon, effectivement il y a une situation disparate. Moi je pense que le disparate il faut qu'il reste. Je ne sais pas si. Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Hein. Oui. Surtout que les situations disparates, non seulement elles intègrent, disons, des différents syndicats intercommunaux en distribution d'eau, mais elles chevauchent sur des cantons différents. Donc là aussi, c'est pas précisé. Parce qu'il y a pas des questions de communauté de communes, mais il y a des communes qui, d'un ex-canton, qui font partie d'un autre syndicat. Donc c'est un peu complexe ça. Soit on enlève les trois lignes, soit on. Je sais pas. Pardon? C'est plus simple d'enlever les 3 lignes. Oui, je pense. On enlève 3 lignes? Oui. Donc on supprime ces situations disparates au préalable d'un diagnostic, une analyse précise des 28 cas communaux avant de déterminer les conditions juridiques financières d'exercice de cette compétence. Un recours à un cabinet d'experts sera nécessaire. Alors je tiens à préciser que le Conseil communautaire a donné un avis favorable, à une bonne majorité. Moi je suis tout à fait d'avis qu'on repousse cette échéance. Quand on voit le travail qui est fait sur le PLUI, c'est pas ma gauche qui me dira le contraire. Oui. Je pense que la compétence est encore plus importante et nécessitera encore certainement du personnel. Et aujourd'hui, je crois que la communauté de communes n'a pas besoin de ça, elle a suffisamment de travail avec le PLUI. C'est mon point de vue et c'est une bonne chose que nous devons pousser. Voilà. C'est dommage que ce plan de réflexion n'ait pas été adopté pour Le PLUI. la réalisation du PLU. Souhaité Exactement. que j'avais souhaité. C'est comme ça. On était ultra minoritaire. On était ultra minoritaire. Et on peut espérer atteindre les 25% d'opposition. Oui, on les a au conseil communautaire. À moins que les représentants du conseil communautaire changent d'avis. 25% ça fait le quart. Et puis toutes les grosses communes. Ça fait 7 communes. Toutes les grosses communes sont prenantes. Ça fait 7 communes. Ils sont conscients que de toute façon, ils vont, s'ils prennent la compétence, ils vont au clash. Ils vont au clash. Là, ça va. Après, très honnêtement, je veux pas influencer mais très honnêtement, si
si on n'avait pas d'opposition d'une minorité de blocage, je ne vois pas comment la Comcom peut assumer les choses au 1er janvier 2020. Dans l'état actuel des choses, C'est pas possible, c'est pas ça. c'est dans 6 mois, enfin 8 mois. Donc il vous est proposé d'approuver l'opposition de la commune au transfert obligatoire au 1er janvier 2020 de la compétence assainissement au bénéfice de la communauté de communes et on supprime les 3 lignes de situation disparates nécessitant qui se terminent, l'expert sera nécessaire. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adoptés. Dispositif de participation citoyenne. Bon, la démarche de participation citoyenne consiste à associer les élus et les habitants à la sécurité de protection de leur environnement. Alors, est-ce que c'est à la mode? Est-ce que c'est pas à la mode? Nous avons été sollicités plus d'une fois par le préfet, par la gendarmerie, pour signer ces conventions. Donc, c'est un réseau, ça se forme, ça se met en place. Alors certains citoyens, eux, auraient voulu mettre en place, comment dirais-je, voisins vigilants, merci. C'est une bonne chose, ça existe. Simplement, voisins vigilants pour les collectivités, une fois de plus, c'est payant. Tout simplement que pour avoir un réseau SMS et un réseau téléphonique entre concitoyens, c'est pas le but recherché de la gendarmerie, c'est d'avoir l'information et ne pas attendre l'information que les voisins se transmettent eux un à un et ils appellent la gendarmerie après. On l'a toujours dit, c'est de faire le nécessaire toutes les fois, même si ça paraît stupide, d'appeler la gendarmerie quand il y a quelque chose qui est carré, suspect dans notre quartier, dans notre environnement, donc de systématiquement d'appeler la gendarmerie. Et les gendarmes le veulent aujourd'hui, sincèrement, parce qu'ils sont en manque d'informations, de communication. Ils sont très très peu sur le secteur, vous le savez, malgré que le secteur a été diminué, puisque maintenant la Roche-Blanche est sur Romagna pour une question du plateau de Gergovie, puisque Romagna travaille sur le plateau de Gergovie et nous on travaille sur le plateau de Gergovie et il fallait voir la gendarmerie. Donc il ne reste plus qu'un secteur plus comment dirais-je, restreint. La gendarmerie de Saint-Amand-Talande est partie sur un autre secteur avec Romagna. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui notre gendarmerie plus les comptes, on a beaucoup plus effectif. Ils ont déployé un PSIG différent de ce qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire que maintenant, ils ont des permanences et des astreintes sur le plan local, et si elles ne sont pas sur le plan local, c'est la Ligue de compte qui est sur le plan local. Ils peuvent s'appeler et se regrouper, donc ils peuvent se retrouver à 6 ou 7 sur un problème particulier. Ça a été mis en place à partir du 1er mars. Voilà. Donc c'est en place, tout ça, ces effectifs, ça porte ses fruits. Je peux vous assurer qu'on a eu des chiffres qui sont en baisse par rapport au vol, malgré qu'on en entende encore, par rapport au problème de l'essence sur les véhicules en stationnement, malgré qu'on en entende parler encore. Vous avez pu lire dans la presse qu'ils ont quand même chopé quelques Roumains, des Géorgiens, donc voilà. C'est un peu ça. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, cette participation, nous allons signer une convention avec la préfecture et les gendarmes. Ça ne les fera pas venir public, ça les fera venir différemment et sur l'intégralité du territoire. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la participation citoyenne. D'approuver la mise en place du dispositif de participation citoyenne sur l'intégralité du territoire communal, d'autoriser M. le maire à signer le protocole. Donc j'irai signer ce protocole. Je pense que les gendarmes n'étaient pas indifférents quand on les appelait par rapport à, disons, des infractions. Alors bien sûr, quand on les appelle, comme j'ai entendu récemment, alors on ne les appelle plus pour les chats, mais on les appelle encore pour des futilités, et je trouve que bon, des moments ils ont d'autres choses à faire, surtout ces principes. Pour ma part, ils sont tellement sollicités que moi je respecte ces gens-là. Voilà. Moi j'aurais quand même une petite
petite remarque, c'est qu'effectivement, bon, ce genre de choses, c'est en fait demander aux gens de gérer un bon voisin comme ça se faisait autrefois. Simplement, effectivement, quand on repère qu'il se passe quelque chose à côté et que le voisin en vacances ou autre, on passe un coup de fil à la gendarmerie. Je crois que malheureusement, au niveau des effectifs, ils ont quand même, alors je ne sais pas précisément l'évolution des effectifs chez nous, moi j'ai connu le cas où mon fils a trouvé quelqu'un sur le balcon qui lui a dit qu'il était perdu et qu'il se croyait à la Roche Blanche. Alors, j'habite à l'État-Marie, je ne sais pas si vous savez où c'est, mais au bout de l'impasse, c'était pas ma maison, c'était celle d'à côté, celle de mon ex. Donc, quand on arrive sur cette impasse, on a 4 maisons qui sont au niveau de la rue, qui avaient des voitures garées devant telles. Chez mon ex, il n'y avait pas de voiture, il faut grimper un rétillon comme ça pour arriver sur le balcon. Jamais le mec ne s'est retrouvé là parce qu'il cherchait la Roche Blanche. Hein. Ça, c'est vraiment évident. Donc j'ai envoyé mon fils tout de suite à la gendarmerie pour le signaler. C'était malheureusement entre midi et 2, donc par interphone, il s'est retrouvé en maison avec le central quelque part. Il a raconté sa petite histoire, on lui a dit merci monsieur, au revoir monsieur, et on n'a jamais été recontacté ni quoi que ce soit, alors que là c'était vraiment, si ce n'était pas une tentative, c'était en tout cas un sérieux repérage de vol. Donc je ne critique pas le fait s'ils n'ont pas rappelé, c'est sûrement qu'ils ne devaient pas avoir plus d'effectifs pour le faire. Donc je veux dire, voilà, là le protocole de participation citoyenne, on l'a mis en place, on a téléphoné, on a fait. Il s'est rien passé derrière. Il y a quand même, il ne faudrait pas que ce genre de choses serve un petit peu de cache-misère sur la baisse des effectifs de l'État, un petit peu dans tous ces services. Non, mais j'adhère à ce que tu dis, dans le sens où, effectivement, ce genre de choses est arrivé à d'autres endroits, mais il y a d'autres personnes qui ont vu récemment un véhicule, qui l'ont signalé, qui nous a permis de... Oui, non, mais... Voilà, il y a ça. Sûr, oui. Alors, il y a aussi d'autres personnes qui viennent me voir, et ça, ça m'a toujours heurté. Le lundi après-midi, on vient me voir, on dit voilà, j'ai eu un tel problème, est-ce que vous l'avez signalé aux gendarmes? Parce que moi, je peux pas prendre une plainte pour vous, mais la gendarmerie prendra une plainte. Oui, j'y suis allé, ils n'ont pas voulu me la prendre. Je dis, bougez pas. C'est vrai. Mais bougez pas, moi ce que je fais, je prends mon portable, j'appelle la lieutenant, je dis voilà, est-ce que vous avez telle personne qui est venue vous voir, déposer une plainte? Attendez, je prends le registre, bon, j'ai pas de plainte, j'ai pas de mal courant de la part de cette personne. Me dire, bah non, mais je les avais appelés comme ça au téléphone. Donc il y a bien des gens qui ont peur d'appeler la gendarmerie, et ça c'est aussi regrettable. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui nous appellent et ils ne répondent pas. Donc ils sont sur d'autres affaires. Mais par contre, ce genre de truc, je l'ai toujours dit, et je l'ai redit à la lieutenant récemment, je lui ai dit, s'il y avait un problème comme ça, moi je vous préviens, c'est moi qui vous appelle, ou j'appelle carrément les services de l'État, c'était à la préfecture. Parce qu'il est impensable qu'on ne se déplace pas, alors qu'il y ait une raison voilà, pour qu'on ne puisse pas se déplacer, que les gendarmes soient ailleurs. C'est vrai que quand on vous signale, et c'est ce qu'il nous expliquait récemment le capitaine, quand il y a des gens qui vous signalent un problème comme celui que tu viens de signaler, et qui sont sur un accident d'importance. Ah oui, non, mais qui ne se placent pas dans les 5 voilà. minutes, évidemment, c'est Voilà. normal. Après, ils auraient dû se déplacer. Oui, se déplacer. cherche pas à les excuser. Passer un coup de fil, Moi, je ne c'est cherche pas à les excuser, mais je suis au courant. Il y avait une de beaucoup information, d'affaires. je pense, importante. Je suis au courant de beaucoup d'affaires qui doivent rester entre la gendarmerie et le maire. Et je trouve qu'il y a des moments, il y a des gens qui abusent un petit peu, et puis d'autres qui doivent le faire nécessaire, qui ne le font pas. Je crois qu'il y a une part, donc voilà. Il faut tout vérifier, je suis d'accord. Ouais, je voudrais souligner un tout petit problème. Est-ce qu'il ne faudrait pas non plus que des gens mal intentionnés puissent se servir de ce dispositif pour les envoyer ailleurs, pour les envoyer ailleurs, d'autres choses de ce genre? Exactement. Parce que malheureusement, on est dans une société, Tout est possible. Eh oui. Tout est possible. Tout est possible. Maintenant, vu la délinquance à la vitesse grand V qu'elle va, poursuivre vraiment les délinquants dans leurs idées, c'est du bonheur. Non, mais le problème, vous savez bien la devise, quand on dit les gendarmes les emmènent au procureur, quand les gendarmes sont retournés à la caserne, les gens sont plus heureux. C'est vrai aussi. Hein. Bon, écoutez, moi, il y a cette participation citoyenne. Ça, c'est un fondement de la République. La séparation des pouvoirs, c'est un fondement de la République. L'indépendance de la justice par rapport à l'exécutif, c'est tout à fait normal, et c'est bien normal qu'elle existe. Ouais, mais il faut moi, je reprends quand même les propos de Yann.
je peux comprendre la démarche, quoique à la lecture du projet, je suis un peu plus réticent que je ne l'étais au départ. Il ne faut pas quand même que les fonctions régaliennes de l'État, qui sont en particulier le maintien de l'ordre public, et Dieu sait que ça fait couler le langue en ce moment, hein, parce que quand même l'État se permet de dire qu'un tel a attaqué un hôpital alors qu'il s'avère que c'est pas tout à fait une attaque, moi je me demande ce que le citoyen pourrait dire aussi. Donc je suis un peu réticent à la fois sur le fait que l'État puisse, par de tels protocoles, se dédouaner sur le citoyen d'une fonction régalienne. Et encore une fois, s'il y a une séparation entre les pouvoirs exécutifs, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, parce qu'il n'y a pas de pouvoir, c'est pas pour rien. Et puis à la lecture du protocole, je le trouve quand même un peu flou. Quand je lis par exemple, alors il faut que je le retrouve. Oui, c'est un problème. Non, c'est pas un troisième que je l'ai lu. Enfin, j'étais dessus tout de suite, là, et puis je l'ai perdu. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Enfin, on demande, on invite le citoyen à signaler tout événement qui lui semblerait, j'arrive plus à trouver le mot, suspect. Encore une fois, il y a une séparation des pouvoirs. Est-ce que tout le monde est apte à juger de la suspicion d'un fait? Je ne suis pas sûr. Et moi, je crains que on puisse qualifier de délinquance une chose qui ne l'est pas. Ouais. Oui, mais ils entendent peut-être par là le fait de signaler, par exemple, un véhicule qui n'a pas l'habitude de voir dans le secteur, et qui tourne, et qui retourne, et qui essaie de prendre certaines positions. C'est en ça, moi je sais que, bon, j'étais une fois cambriolé, et malheureusement, personne dans mon secteur n'a pu voir les allées et venues de ce véhicule. Et de ce fait, eux après, ils ont rien pour pouvoir aller rechercher. Et parce qu'ils ont quand même un listing de voitures volées et autres, et que si on peut leur indiquer telle voiture, j'entends bien. Mais je pense que c'est dans cette optique. Je suis d'accord, mais il m'eût été agréable que ce soit précisé plutôt que d'avoir une phrase alambiquée en disant de transmettre à la brigade de gendarmerie toutes les informations qu'il juge utiles. Ben, je suis désolé, on pourrait peut-être dire que, voilà, moi, effectivement, si je vois, j'espère que mes propos ne vont pas choquer, quoi, mais si je vois un rasta passer dans la rue, pour moi, c'est pas suspect, peut-être que pour mon voisin, ça l'est. Voilà, c'est un jugement, ça s'appelle un délit de faciès. Voilà. Mais à partir du moment où ce n'est pas précisé dans le protocole, il est possible. Et ça me gêne quelque part. Enfin, je vous le dis franchement. Hein, alors, c'est tout à fait vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, Yves. Quand ça a été présenté, à la salle Harmonia, aux habitants de la commune, il s'agissait en effet de faits de type cambriolage essentiellement. Et là, je peux effectivement me comprendre. Et à la limite, je rejoins ce que disait Yves, monsieur le maire tout à l'heure, c'est-à-dire que
c'est même un devoir citoyen quand tu vois effectivement une voiture suspecte partir très vite d'une maison qui est vide depuis une semaine. Bon, tu passes un coup de fil à la gendarmerie, ça me paraît être du bon sens. Ceci dit, le fait de ne pas vraiment le cadrer dans le projet m'inquiète un peu. Je crois que le projet par lui-même, c'est d'avertir que sur cette collectivité, il y a une vigilance. Vous savez qu'il y a une personne qui, lors de ces réunions, veut absolument qu'on parle de voisin vigilant. Ça, je suis d'accord. Et moi, je suis très attentif à ça parce que le voisin vigilant, on sait où ça peut mener. Ça peut mener à des... des milices. Voilà, des milices, des trucs comme ça. Parce que c'est plus... le voisin vigilant, c'est plus l'information de voisin à voisin en disant j'ai vu une voiture, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Donc si on tombe sur des élus berlus qui sont mal de vouloir faire la force, on risque d'aller en adhérant à ça. Moi je suis parti du principe qu'en adhérant à ça, on sait que c'est une commune qui est signalée comme telle. On va y avoir des panneaux à l'entrée de l'agglomération qui dit c'est une commune vigilante, c'est-à-dire citoyen vigilant par rapport à son voisin. Après, le problème de faciès, je crois que même s'il soit dans le protocole ou pas dans le protocole, il y sera toujours. Il y sera toujours. Ça, c'est... Oui, mais le problème, c'est que si c'est spécifié dans un protocole, le délit de faciès devient réellement un délit. C'est-à-dire qu'il est punissable. Alors que là, il ne l'est pas. Parce qu'il n'est pas précisé. Je tiens encore à... je suis un fervent tenant de la séparation des pouvoirs et je crois que c'est effectivement soit à une personne qui est assermentée, judiciairement assermentée ou à un juge d'estimer si un acte est délictueux ou ne l'est pas. Que ce soit un témoignage, certes. Alors en plus, bon, puis je vais arrêter là, mais je ne veux pas démonter le truc, mais en plus, on invite à le faire par voie de courrier électronique. On sait très bien que la voie de courrier électronique, vous pouvez inventer n'importe quelle identité, créer un compte spécialement pour ça, sans pouvoir être réellement traqué, quoique théoriquement les services de police... Hein? Il y a ton adresse IP quand même si tu as... Oui, enfin... Pas sur les smartphones. Oui, sur les smartphones, il y a ça. Mais enfin, bon, je veux dire, il n'y a pas une identification très sûre et certaine de l'auteur de la requête, si je peux m'exprimer comme ça. Mais bon, alors après, peut-être que je suis trop vieux pour comprendre ce genre de choses-là, je ne sais pas. Non, c'est donc ça, la sagesse. Oui, moi je suis un peu de cet avis. Je crains un peu, quelque part on donne un peu une étoile de shérif à tout le monde. Enfin, c'est-à-dire, moi j'ai pris entre deux feux. Et je ne suis pas sûre que moi je suis cambrioleur, j'arrive et je vois un panneau disant que c'est une commune vigilante. Je ne suis pas sûre que ça va bien leur faire peur. Oui, au contraire, moi je dirais que ça les incite pour on va y aller. À la limite, oui. Peut-être pas, mais bon. Enfin, je ne vois pas bien, moi je vois pas l'utilité de ces trucs, si ce n'est donner, alors effectivement, les matamors un peu vont surveiller tout leur quartier. Et, enfin, non mais alors, l'argument qu'utilise M. le maire est un argument fort aussi. Je suis très embêté sur cette histoire, pour tout vous dire. L'argument qu'utilise M. le maire est un argument fort, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un réseau qui s'appelle le réseau des voisins vigilants, oui, qui va beaucoup plus loin que ça, qui est beaucoup plus proche. Ouais. Pardon encore une fois pour mes mots, parce que j'ai une histoire personnelle qui me fait utiliser des mots peut-être un peu durs, mais qui est beaucoup plus proche d'un réseau de milices que d'une simple observation et qu'un simple signalement. Et effectivement, il ne faudrait pas que
ne voulant pas de ce projet-là, on se projette justement vers quelque chose d'encore pire, quoi. Ça, c'est ce qui risque de se passer, puisque la personne est venue me voir, m'a présenté plusieurs diapositives par rapport à cette mise en place, sachant que pour les particuliers, cette mise en place est gratuite, et que pour les collectivités, cette mise en place est payante. Donc ça veut bien dire qu'il y a, disons, des gens qui profitent d'une situation. Il y a des gens qui profitent d'une situation, et cette situation se met en place petit à petit. Il y a tout un quartier dans la commune, qui est voisin vigilant. Donc ils adhèrent, ils se passent des mails, ils s'envoient des SMS, ils s'informent, donc voilà, moi je mets en garde. Après, si le conseil me dit de ne pas signer ce protocole, moi je ne suis pas. Non, mais je crois qu'il faut... Il faut en parler quand même. Voilà, il faut en parler, mais j'attire votre attention, c'est que moi j'ai vu une personne qui m'a dit, tu sais, t'inquiète pas, si un jour il faut mettre quelque chose en place, je suis là. Ouais, c'est ça, moi c'est ça qui me fait peur. Et aujourd'hui, tu reprenais les propos tout à l'heure, et là je ne serais pas tout à fait de votre avis, M. Pétel, mais vous avez par rapport à l'hôpital, qu'on soit poursuivi, qu'on soit manifestant, on ne rentre pas dans un centre de réanimation. Personne ne voulait rentrer dans l'hôpital. Les photos qu'on a vues. Non, moi je crois que c'est pas vrai. Regardez le film. Je vous prie, je retire ce que j'ai dit là-dessus. Je ne suis pas assez informé pour... donc c'est de ma faute. Bon, moi, comment je vais faire? Je voudrais signaler un cas, il y a quelques années, une famille, ses voisins ne s'entendaient pas. Ça arrive, c'était dans un quartier. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les enfants jouent, font du bruit, etc. On appelle les gendarmes. Il se trouve que l'un des gendarmes était ami avec la personne qui venait d'appeler. Bon, très bien, il ne fait rien du tout d'ailleurs, parce que le gamin en question, il avait fait des choses tout ce qu'il avait plus normal, jouer, crier, en tapant dans un ballon. Bon, le problème, c'est que le papa du gamin en question, le même soir, il a passé la porte de l'autre et il a été lui expliqué. Donc il y a eu vengeance. Parce que les gendarmes sont venus, pour pas faire rien, mais ils avaient appelé les gendarmes, et le papa du gamin, il a passé la porte et puis il a été se faire justice. Donc ça fait partie des... S'il y a quelqu'un qui, comme je regarde, de mauvaise intention, qui veut faire un truc comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Et si ça tourne mal? De participation Il n'y a pas citoyenne besoin, ça ça existe. n'existait pas à l'époque dont tu parles, Pierre. C'était pas en question et les gens ont bien fait cette démarche quand même. Donc je crois que c'est... mais ils peuvent faire aujourd'hui, il peut se passer la même chose. Ah oui, mais il n'y a pas besoin d'avoir un type de participation citoyenne. Avec ou sans protocole. Oui, ça va, mais d'accord. Mais enfin bon. Bon, enfin, pour adoucir mon propos quand même, pour adoucir mon propos quand même, il y a quand même deux choses qui me paraissent intéressantes là-dedans, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est les modalités d'évaluation du dispositif et la durée du protocole. C'est-à-dire qu'on est effectivement libre de sortir du protocole si on estime qu'il ne remplit pas son rôle comme on le veut, et il y a aussi des modalités d'évaluation. Donc la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'il serait possible, si on adhère à ce protocole-là, qu'il y ait un retour devant le conseil municipal sur l'évaluation, le genre de messages qui ont été envoyés et des choses comme ça qui nous donnent un peu de grain à moudre pour savoir où on en est sur l'application du protocole. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties en cas de dysfonctionnement avéré. Sauf que pour avoir un dysfonctionnement avéré, il faut qu'il y ait une évaluation. Alors, il y a chaque année maintenant, et vous êtes conviés, vous le savez, les élus, à la réunion qui se passe, alors ça se passe à Harmonia, ça ne se passera pas cette année, à Harmonia,
pour justement notre secteur, on est convié pour l'évaluation de ce qui se passe sur notre territoire. C'est là qu'il y a des chiffres. Alors après les chiffres, effectivement, ils sont bons, mais normalement ils sont recensés. C'est pas cette évaluation-là. d'évaluation. Moi, c'est l'évaluation du protocole. C'est-à-dire que ce qui m'intéresserait de savoir, c'est au bout d'un an, alors je préférerais au bout de 6 mois, mais bon, c'est au bout d'un an de savoir quelle est la nature, anonymée bien sûr, parce qu'on n'a pas besoin de savoir qui a fait quoi, mais quelle est la nature des informations qui sont remontées de cette manière-là à la brigade de gendarmerie. Et justement, à ce propos, veillez à ce que ce soit vraiment fait. Parce que voilà, il est prévu à l'article 6, réunion d'échange, qu'il y a des réunions d'échange qui doivent être faites chaque semestre. Et il est bien précisé que ces réunions se rassemblent le maire, la gendarmerie et la population. Ensuite, l'article suivant, dans la modalité des évaluations du dispositif, il est dit que l'on a adressé un bilan de la délinquance constatée. C'est-à-dire donner le nombre de cambriolages qu'il y a eu dans la commune. Enfin, je suppose que c'est ça le bilan. Oui, donner le nombre de cambriolages qu'il y a eu dans la commune, dans quel quartier c'était, combien il y a eu d'agressions, combien il y a eu de vols qui nous donnent. C'est ce qu'ils font déjà. C'est ce qu'ils font déjà. Mais le problème, ça va nettement plus loin, puisqu'on demande que le rapport, ce bilan doit être fourni sous forme de rapport, et adressé 8 jours avant la date de la réunion aux participants. Adressé 8 jours avant la date de la réunion aux participants. Donc je pense que c'est facile de l'adresser au maire, c'est facile de l'adresser au lieutenant de gendarmerie, ça va être un peu plus difficile de l'adresser aux participants, Si c'est anonyme. la population. Étant donné qu'on ne sait pas qui c'est qui va venir. Donc pour que ça soit efficace, il faut le divulguer à toute la population. Et il n'y a qu'un seul moyen, c'est le bulletin municipal. Alors étant prêt à faire paraître dans le bulletin municipal précédent au moins de 8 jours la réunion qui est prévue par la gendarmerie et la mairie, on peut se poser des questions, est-on prêt à faire paraître ce bilan-là? Il y a eu tant de cambriolage dans la commune, dans le quartier, etc., etc. Il y a eu tant de vols à l'arraché, le supermarché a été victime de grivellerie, le tel restaurant a eu tant de clients qui sont partis sans payer en courant, etc. Est-ce qu'on est capable de le faire? Et est-ce qu'on le fera? Et est-ce qu'on le fera de façon complète? C'est une bonne question. Alors la question, je peux répondre par rapport à ça. Aujourd'hui, tout ce qui nous est communiqué en chiffres ne doit pas sortir des instances dans le fait, est-ce que c'est dans le but de ne pas paniquer les gens, est-ce que c'est dans le but de ne pas inquiéter certaines personnes fragiles, est-ce que voilà, tout ça aujourd'hui. Mais les chiffres que tu demandes, ils y sont. Vous donnez pas de chiffres, mais souvent vous parlez de délinquance dans la lettre d'info. Oui, mais on met pas. Mais il y a quand même je me souviens des photos, de choses qui circulent quand même. Oui, mais voilà, on fait déjà. Au-delà de donner des chiffres, on parle d'une image qui donne quand même un a priori de la délinquance. Par rapport à ce que nous communique la gendarmerie dans les réunions territoriales, il y a des chiffres qui sont, disons, à ne pas mettre peut-être auprès de personnes sensibles. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Enfin, l'article 6 et l'article 7 font non, pas du tout. J'arrive pas à trouver les mots sur. Enfin, ça s'adresse à 2 réunions. C'est différent. Oui, mais la réunion où les chiffres sont fournis, bon, c'est finalement également avec la population. Non, moi je pense que c'est les participants, c'est les signataires du machin. C'est les signataires. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que les collectivités qui sont venues jusqu'à présent. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que dans l'article 7, soit inclus, ils disent un rapport sur les conditions de mise en œuvre du présent protocole est rédigé une fois par an dans les conditions fixées d'un commun accord par le commandant de la communauté de brigade de Vermonton et le maire de la commune de Vermonton. Il s'attache notamment blablabla. Je souhaiterais que ce soit ce rapport-là qui soit présenté au conseil municipal.
de manière à ce que le conseil municipal qui délibère pour adopter ou pas le projet puisse évaluer le dispositif. Donc tu demanderais à ce qu'on rajoute dans le cadre de l'article 7 que le conseil municipal soit informé du résultat de tout ce qui paraît aujourd'hui dans les commissions territoriales. Très honnêtement, si le maire s'engage à le faire, moi ça me va très bien. Oui, le maire d'aujourd'hui peut s'engager à le faire. N'oublions pas que dans 10 mois, les choses vont changer. Non, pourquoi je dis ça? Parce que c'est une convention type qui est faite par la préfecture, et que je crains qu'il soit vain d'essayer d'en changer quelques termes. C'est pourtant marqué projet. Mon grand-père disait, sur les chiottes, il y a marqué chose de la meunier, mais c'en est pas. Mais je peux vous proposer quelque chose, et ça serait tout à l'honneur du conseil municipal, de dire que puisque nous avons le projet, que certaines choses nous, on va dire, titillent, on pourrait peut-être le reformuler, et je ne le signe pas tant qu'il n'est pas fait, et on passe au prochain conseil. Proposer un amendement. Est-ce que ça convient à tout le monde? Le fameux rapport, il est censé être rédigé une fois par an dans les conditions fixées d'un commun accord par le commandant de la communauté de brigade départementale et le maire de la commune. Oui. Donc là, finalement, on signe sur quelque chose qui sera défini après, parce que ce commun accord sera... Donc finalement, c'est là qu'on peut dire, peut-être demander de rajouter entre parenthèses les points que nous on soutient. Bon, écoutez, moi je vous propose de réfléchir à la question. Je vous propose de réfléchir à la question et on ajourne la question tout simplement et vous me ferez des propositions sur ce projet. Parce que ce protocole, on ne peut pas le dénoncer à tout moment, à partir du moment où on ne sait rien. Non, mais on peut le dénoncer au bout d'un an. On est d'accord, c'est l'ambiguïté tout à fait. De toute façon, si on le lance, il faut bien faire un an pour voir ce que ça fait. Enfin, oui, quelque part aussi. Allez, ajourner. C'est pas un problème. Non, mais c'est un protocole. Il n'y a pas de feu au lac pour la signature. Simplement que j'ai quelques personnes qui doivent guetter si on va adhérer ou pas adhérer. Donc moi je préfère la journée tout simplement en disant on réfléchit, on va voir les modifications, que de donner du grain à moudre et que certaines personnes viennent me demander d'adhérer à un voisin vigile. Voilà, c'est surtout ça qui me pose problème. Après que vous soyez, que chacun ait son avis sur le protocole, c'est tout à fait normal, c'est un protocole. Et le débat doit se faire s'il y a lieu de se faire. Donc chacun réfléchit, me fait une modification de l'article et moi je verrai avec les personnes. Monsieur, pour vous mettre à l'aise, je pense que vous devriez demander au Conseil de voter si nous sommes d'accord sur l'ajournement. Ce qui fait que si quelqu'un vient vous demander quelque chose, vous êtes tranquille. Donc, qui est pour l'ajournement? Très bien, 1,5 million. Merci de cette précision. Ok. Ensuite, alors, remplacement des bandes armoriées. Alors, là, c'est vaste débat aussi. J'ai eu des discussions avec la DRAC, j'ai eu des discussions avec Aegis qui s'occupe des mesures compensatoires, qui s'occupe des bandes armoriées, qui s'occupe de l'autoroute, qui s'occupe un peu de tout, des ponts et tout ça. Donc, la mairie du Cré, qui a une bande armoriée qui, elle, est, disons, classée, inscrite, qui est inscrite, la récupère puisqu'elle était sur son territoire, il va la mettre à sa mairie en accord avec la DRAC. Nous récupérons la nôtre qui est vers la station en bas, la station service. Et puisqu'il va y avoir une modification du carrefour, comme il y a pas mal de modifications, nous la mettrons dans la cour de la mairie si vous en êtes d'accord. Moi, c'est une proposition que j'ai faite. J'estime que en plus c'est celle qui est la plus belle, qui a le plus d'armoiries par rapport à... Ensuite, nous allons avoir une copie, par contre, une copie de celle du Cré, qui elle est à l'inventaire, et je propose de la mettre sur le puits de Marmande,
parce qu'on ne va pas la remettre dans le chemin ou dans un chemin quelconque, elle sera vue par personne, donc près du puits de Marmande, en accord avec le RNR, bien sûr. Il n'est pas question de faire quelque chose dans le dos, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus faire ce qu'on veut comme on veut sur la commune, donc en accord avec le RNR, nous la mettrions sur le puits de Marmande. C'est qu'une copie, j'insiste bien, c'est qu'une copie. Alors, je ne comprends pas. Pardon? Les notes de la phrase, c'est une copie de Moi, l'original. j'avais compris que c'est une copie de la nôtre. Ben oui. Non, la copie de la nôtre va Pour au la créer. pour la commune de Vermonton, il sera d'accord. proposé d'installer la borne armoirie originale dans la cour de la mairie et sa Sa copie copie. sur la partie. Alors, excusez-moi, c'est la copie de l'original du Voilà, cré. la copie de- Voilà. Pourquoi ils en font deux? Parce que de la c'est pour borne avoir du les cré. deux. C'est pour avoir le comprenez bien qu'on va pas Oui, mettre. bien sûr. Voilà. Donc la copie du cré va venir en puits de Marmande parce que c'est une copie, mais l'original de la nôtre ira dans notre cour. Et l'original de la copie du cré ira à la mairie du cré, et notre copie à nous ira au cré où ils vont la mettre. Sauf que les deux bornes, elles devraient être côte à côte. Ce sont des bornes Non, non, elles sont pas qui côte à côte. marquaient les limites de chacune des Ouais, communes. elles sont plus aux limites, elles y étaient plus aux limites. Elles avaient été dépassées à l'époque quand l'autoroute s'est faite. Oui, non, mais c'était- Et alors vous en avez une qui ne bougera pas, C'était et je vous l'objectif, défie quoi. par contre de la trouver. Elle est sur le puits de la Piquette. Si vous la trouvez, eh ben, bon, vous avez gagné. Elle est sur le puits de la Piquette. C'est une pierre, à mon avis. On pense que c'est celle-ci, mais je dis bien on pense. La drague pense, pas moi. Oh, si la droite commence à me parler. Voilà. On va aller faire des fouilles. Si la droite pense que la On amènera la pierre à monsieur Fondou. Donc, est-ce que le Conseil valide ces emplacements? Ok, donc Avec l'accord de ceux qui nous ont créé à l'époque. Avec l'accord de ceux qui avaient créé ces bornes. on est oui. Voilà. Ok, adopté. Ça sera peut-être l'accord d'avant. Alors, motion relative à la hausse du coût des gestions des déchets. Madame Moulin. Oui, vous avez pu voir le projet de motion qui a été proposé par le Valtom. Le Valtom, c'est le syndicat qui s'occupe du traitement des ordures ménagères sur le département du Puy-de-Dôme et le nord de la Haute-Loire. Ce projet de délibération, de motion, vous est proposé parce que, comme vous le savez, des efforts ont été faits de façon très très importante. Alors là, je prends la casquette syndicale du Val-d'Aumône, notamment par ce syndicat-là, mais sur Clermont Communauté aussi, pour réduire les déchets ménagers, pour participer à la transition écologique. Ça a un coût, c'est douloureux à la fois pour les usagers, mais c'est difficile aussi pour les syndicats de collecte et de traitement comme le Valtom. Donc cette participation très vertueuse et très volontaire à la transition écologique, eh bien il se trouve que la plupart des syndicats, ils trouvent que l'État, en taxant à nouveau, c'est-à-dire on a l'impression que plus on fait des efforts, plus on nous taxe. Le seul moyen mis en œuvre pour le financement de la transition écologique, sur les ordures ménagères en tout cas, c'est la hausse du coût du diesel, c'est l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes, c'est la suppression des sites de stockage en Auvergne en 2025, c'est-à-dire qu'on va être obligé, si on ne peut plus enfouir les déchets ultimes, on va être obligé d'aller dans l'Ain, je crois. Donc ça veut dire aussi un surcoût. On se rend compte que, en fait, plus les efforts existent, sont faits, et y compris chez les usagers, et plus on fait peser sur les ménages le financement de cette transition écologique, alors que rien n'avance, ou en tout cas ça avance un tout petit pas, sur l'industrie agroalimentaire. On n'arrive pas à obtenir que tous les plastiques soient recyclables. On n'arrive pas à obtenir qu'il y ait moins d'emballages, et en tout cas que tous les emballages soient recyclables. Donc voilà, c'est un peu l'idée de cette motion, de dire que certes, tous les syndicats concernés par la gestion des ordures ménagères
est tout à fait, consent tout à fait à faire des gros efforts dans ce sens-là. Vous allez voir que, parce que je vous en parle assez souvent, il y a des objectifs environnementaux qui sont très contraignants d'ici 2024. La collecte des biodéchets, le tri à la source, 50% de gaspillage alimentaire en moins. Donc, je vous ai envoyé 2 diapos pour résumer un petit peu tout ça, dont une qui vous montre particulièrement le SBA, les efforts qui ont été faits. La petite poubelle, là, ça vous permet de voir que les objectifs 2024, il se trouve que sur le territoire du SBA, on est presque. Ils sont déjà presque atteints. Alors, vous allez me dire, alors pourquoi on ne va pas payer autant de TGAP si, quand même, parce que le problème, c'est que c'est la mutualisation. Donc, plus les usagers du SBA font des efforts très bien, et demain, sur le territoire de la commune, on va en plus trier nos biodéchets un peu plus. Eh bien, on s'aperçoit que la mutualisation fait que, à l'échelle 2024, la TGAP qui s'applique va gravement gréver nos budgets. Or, sur le SBA, on a obtenu sur 4 années consécutives une baisse du coût du service. Mais si de l'autre côté l'État taxe et retaxe à nouveau, eh bien cette avancée, ce bénéfice, on risque de perdre. Donc c'est simplement la motion, c'est simplement dire la transition écologique, on fait notre part, on fait notre travail. Les usagers sont devenus de plus en plus vertueux et font leur part aussi d'avancer. Donc, voilà, donc c'est ça en gros le sens de la motion. Je ne vous la relirai pas puisque vous l'avez tous lu, donc vous savez si vous avez pris ou pas. Je voudrais ajouter ce qui est dans le milieu, ce qui est dans le milieu, c'est que la TGAP qui est versée à l'État n'est nullement fléchée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas à l'écologie, elle peut aller à n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Non, tout à fait. Tout à fait. Ni au programme. Tu as quelque chose à dire là-dessus? Chantal? Non, c'est ce que je viens de vous résumer, quoi. Je tenais à ce que vous ayez cette diapo parce que ça vous explique un petit peu dans quelle situation on est. Donc on a un schéma territorial de gestion des déchets qui est en train de se mettre en place pour à nouveau aller dans le sens des objectifs environnementaux, qui sont des objectifs gouvernementaux. Mais je vous expliquais que, c'est pour ça que j'ai mis la petite poubelle, c'est que le SBA, il a quasiment atteint les objectifs qui sont prévus pour 2024, et néanmoins, on va se retrouver avec une hausse des taxes, hausse des carburants, parce que même si on passe au nouvelle, pour tout vous dire, on a sur le territoire là, du Val-Thôme, donc sur tout le département, on dit on va inciter à plus trier, amener des biodéchets au méthaniseur. Bon, certains trouvent que le méthaniseur ça pollue encore trop, mais on va produire du gaz GPL et on va monter une station GPL pour faire rouler des camions au GPL. Donc je veux dire, là aussi il y a des sacrés efforts qui sont faits. Alors on a un peu le sentiment, c'est un peu difficile après d'aller vers les usagers, leur dire bravo, c'est très très chouette ce que vous avez fait, mais vous allez payer plus cher. Parce que vous ne faites pas encore assez pour la transition écologique. Alors, encore une fois, la motion, si vous l'avez bien lue, à nulle part, il est dit qu'on n'est pas d'accord avec les objectifs, qu'on n'est pas d'accord pour faire des efforts et qu'il faut bien les financer, ces efforts. Mais il faut peut-être aller chercher ailleurs. Moi, je vous parle des emballages parce que on est quand même... surtaxons les emballages qui sont pas recyclables. Voilà. Donc c'est le sens de la motion. C'est pour ça que je vous ai mis ces deux diapos. Je trouvais qu'elles étaient très parlantes. De toute façon, ça sera l'usager qui traite. Oui. Ben oui, parce que le Val-Thôme a évalué la hausse de la TGAP, le surcoût, c'est 2,7 millions d'euros à partir de 2021. Donc vous voyez un peu sur la facture, et la facture qui la paye,
c'est nous. C'est l'usageux. Voilà. Enfin, moi je veux juste intervenir, c'est que je me souviens très bien depuis le SBA parce que ça a quand même soulevé aussi beaucoup d'interrogations. On sait que ça a été difficile de mettre en place, ça a été d'ailleurs reculé, je ne sais plus comment. Oui, la tarification incitative. Oui, voilà. Parce que je pense que les usagers avaient très bien compris qu'au final, même en faisant des efforts, ils allaient payer plus. Non, parce que depuis 4 ans, ça n'a fait que baisser, alors que les autres ont augmenté. Ça ne remet pas du tout en cause la tarification incitative. Alors, je vais juste dire que ce n'est pas le comme l'INSB qui a fait diminuer les déchets, c'est nous, tout à chacun, parce qu'on savait que de toute façon, on allait payer plus, au vu si jamais, effectivement, on ne réduisait pas nos déchets. Voilà. Donc après, je pense, et c'était déjà une interrogation au départ, lorsque ça a été mis, sur le SBA par rapport à l'incitation, on le savait dès le départ, et c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps. Donc on constate que ce qu'on pouvait appréhender déjà tout au début, c'est que de toute façon, même en faisant des efforts, on va payer plus. Pourquoi? Parce qu'à la base, il fallait peut-être aussi réfléchir que c'était peut-être pas les habitants qui produisaient le plus de déchets, c'était les entreprises avec les conditionnements. Mais personne ne s'est posé la question. Mais si, non, on ne s'est pas posé la question parce que le problème c'est que on rassure, c'est politique. On va surtout pas aller voir les grosses entreprises qui produisent et qui conditionnent des choses qui aujourd'hui on va quand même pas aller taxer un conditionnement alors qu'on est obligé d'acheter. Ne confondons pas. Les syndicats de collecte des ordures ménagères ne collectent que les ordures ménagères. Donc pas les ordures, non mais pas les entreprises. Non, il va peut-être falloir réfléchir à aller vers les entreprises. Non mais on n'a pas de compétence. On n'a pas la compétence. C'est l'État, c'est pas l'OSBA qui peut intervenir. Parce qu'à la base, il fallait peut-être pas prendre directement, c'est pas ceux qui produisent le plus de déchets, les habitants. Non mais les syndicats, je veux dire, la compétence des syndicats de collecte des ordures ménagères et de traitement des ordures ménagères ont été créés pour gérer la collecte et le traitement des ordures ménagères. Ils n'ont pas de compétence sur les ordures des entreprises qui s'adressent à des sociétés privées. Ça, c'est pas personne. Là, aujourd'hui, on va constater, on fait une motion sur quelque chose où on était sûr que ça allait arriver. Oui, mais il n'empêche qu'on n'a pas de compétence. Alors, ceci dit, ça ne veut pas dire non plus qu'on est inactif. Il y a une association nationale qui s'appelle Amorce, dans laquelle tous les syndicats sont là et on fait du lobbying. Amorce fait du lobbying auprès des élus et auprès de l'État pour justement obtenir et obtient, ce sont des toutes petites avancées, mais obtiennent, par exemple, il n'y a pas très longtemps, je suis allée visiter Volvic, on ne s'en rend pas compte, mais le poids et la qualité des bouteilles de Volvic, je parle de ça parce que c'est chez nous, hein, je ne peux pas dire qu'elles sont plus vertueux que d'autres, mais maintenant ils n'ont que du recyclable, le poids a baissé, et ça c'est lié au lobbying qui est fait par ces types de sociétés. Mais encore une fois, les syndicats de collecte et de traitement des ordures ménagères n'ont pas compétence, ne sont pas autorisés à intervenir auprès des entreprises. Et le fait de mettre des bouteilles de 1 litre, de passer de 1 litre à 1 litre 25, ça réduit le nombre de bouteilles pour le même volume et ça fait aussi un rythme d'économie d'emballage. Mais ça avance très très doucement et le problème c'est que le gouvernement n'agit pas là sur les entreprises. Alors, voilà. Et par rapport à la tarification incitative, je crois que si on n'avait pas fait ça, ça serait encore beaucoup plus onéreux parce que les autres syndicats, eux, ils emballent. Parce qu'ils ne l'ont pas fait et donc la hausse, elle est partout. Nous, on a réussi depuis 4 années quand même à être, enfin la 4e année 2019, à baisser notre. Ce que l'on a vécu au SBA, moi je tiens à préciser, ce qu'on a vécu au SBA, les hausses consécutives. Aujourd'hui, on est dans une phase, tout à fait Chantal, où ça a progressé. Les autres syndicats ont pris du retard et eux vont subir les mêmes disons, difficultés qu'on a connues, que ce soit sur le secteur des collectes des déchets. Alors, où je rejoindrai, je ne sais pas si c'est ce que vous avez voulu dire, mais moi je prends toujours cet exemple, je vous l'avais déjà dit,
On devrait faire comme les Belges, tout ce qui est carton, tout ce qui est emballage, tout ce qui est, c'est les laisser dans les grandes surfaces et peut-être qu'à un moment ils comprendront que voilà. Aujourd'hui, vous consommez sur Internet, parce qu'aujourd'hui, Internet. Ah oui. Voilà. Et lorsque vous allez chercher, Je tout le monde le fait à autre. Personnellement, je m'y refuse. Voilà. Mais pour regarder la majeure partie des consommateurs. Oui, non, mais vous avez un carton crin comme ça. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en faites? Vous êtes, je dirais, victime. Alors, il y a une grande société d'emballage qui vient quand même, qui a fait un effort, je dis bien en souriant bien sûr, qui a fait un effort puisqu'il y a plusieurs dimensions de carton. Ils ont compris qu'il fallait, oui, voilà, je vous rejoins tout à fait dans le sens où c'est de là. Monsieur le maire, quand vous dites que, et je suis d'accord sur le principe, que les gens, les cartons, ils devraient les ramener dans les supermarchés, dans les magasins. Non, les laisser, pas les laisser. Ok, ça c'est vrai pour le milieu urbain. Ouais. Moi j'ai des gîtes en pleine montagne. Quand mes clients ils arrivent avec leur pactage, avec leur pack de tout ce que vous voulez. Hein. Ils ne vont pas redescendre à Brassaclémine ou le soir pour le mettre au supermarché où ils ont acheté. Je suis d'accord. Donc, il est sur place. Tous les Tu bois ta canette sur place. Tu bois la canette sur place, tu laisses la canette. Mais moi je crois que je pense qu'on fait un procès, mais on devrait tous plus ou moins se regarder de ce que l'on fait les uns et les autres chez soi. Parce que je pense qu'on est tous plus ou moins consommateurs. Il y a peut-être des gestes à faire, des démarches à entreprendre les uns et les autres aussi. Voilà. Moi, je sais que maintenant, ma poubelle jaune, je la sors tous les 1 mois et demi. Mais je peux vous dire qu'elle est cassée. Ouais, mais voilà, c'est parce que toi tu es fort qu'on peut la sortir. Moi je peux pas, moi, donc je paye plus. Parce que je suis moins fort. C'est encore les plus faibles qui craignent, tu vois. Mon corps, mon cœur. Oui. Ce que je peux dire, moi, c'est qu'au niveau du service, ici, on a un bon service au niveau du SDA. Parce que quand je vais chez Marty, je peux vous dire qu'il y a des régions, c'est vraiment zéro et moi je zéro. Quand il faut faire 5 km pour aller amener ses poubelles, c'est autre chose. Et pourtant, c'est une commune de 3500 habitants qui est à côté de Grasse, qui se situe à 7 km de Grasse. Non, c'est bien sûr. Alors, vous savez, c'est le sud. Et alors, si, par contre, ils vont flanquer avec les vous avez vu les objectifs. Oui, mais il y a le maire qui est pas loin. Vous avez vu les objectifs, ils sont... bon, je vous dis pour nous, SBA, on a à peu près compris ces objectifs, puisque la plupart sont à table, parce que comme vous savez, nous sommes depuis 2016, territoire zéro déchet, zéro gaspillage. C'est pas pour rien, c'est pas un affichage, ça veut dire qu'il y a des engagements sur les réductions des déchets, et on y est. On y est avant la déchéance. Bien, il ne vous échappera pas que de toute façon une motion ne nous engage pas dans le sens, disons, financier, mais nous engage dans le sens moral de la situation. Donc, il vous est demandé d'approuver le contenu de cette motion, de valider sa diffusion auprès du président de la République, du ministre de la Transition écologique et solidaire, du ministre de l'Économie et des Finances, du ministre de l'Action et des Comptes publics, du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des maires du territoire du Val-d'Or. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Monsieur Chabriat, vous nous aviez quelque chose à nous dire? Le 6 avril, donc, je représentais la commune, puisque Gérard était absent à l'Assemblée Générale du siège. Donc, pour vous dire que Gérard prendre les dossiers, ça va durer quelques heures. Bon, je voudrais simplement attirer votre attention sur un point qui a été fait, je dirais, tout à fait en fin de matinée, matinée bien avancée, qui concerne donc une décision qui a été prise par le siège de vouloir participer à l'installation des bornes de recharge pour les véhicules électriques dans l'ensemble du département. Alors il y a un certain nombre de communes, notamment dans les Combrailles, dans les Livradois, etc., qui demandent. Alors,
que le siège intervienne pour aider dans l'installation de ces bornes-là. Il n'y a pas de discussion, c'est le travail, c'est le rôle du siège, donc ça ne se discute pas. Par contre, il y a une question qui a été soulevée un petit peu d'une manière détournée, mais qui a attiré l'attention et qui a fait mousser un petit peu c'est le principe de dire on va mettre des bornes pour les recharges de véhicules électriques dans différents points du territoire. Et donc les gens qui s'arrêteraient, les gens qui vont de Paris, de Belgique, ou autre, qui s'arrêtent pour recharger leur batterie, donc on leur demanderait donc de payer donc, bien sûr la recharge. Le problème c'est là où ça coince et où il a été dit que pour une recharge normale de 3 à 22 kW, on ferait payer 6 centimes par minute. Donc les gens s'arrêtent, ils mettent leur carte bleue, ils payent, bon, 6 centimes par minute. Bon, pourquoi pas, si c'est une recharge rapide, ça serait de 20 centimes par minute. Pourquoi pas. Bon, et pour les itinérants, les gens qui viennent, ça serait légèrement plus cher, ça serait 9 centimes pour une recharge normale et 30 centimes pour une recharge rapide. Pourquoi pas. Le seul problème, c'est que si c'est un adjoint au maire de Clermont qui a soulevé le lièvre, c'est que si vous faites installer, vous, une borne de recharge chez vous, pas de problème, ça coûte 15 € du kilowatt. Donc ça veut dire qu'on ferait payer à quelqu'un 6 centimes et que nous on payerait, et que chez soi on payerait 15 €. Et 6 centimes par minute. Oui, par minute, mais 1000 kWh, il faut. Alors le calcul a été fait rapidement. Ça veut dire que le coût réel, donc qu'on fait payer à ces gens-là, c'est 8 fois moins que le coût réel. 8 fois moins. Donc ça veut dire que le siège se proposait de prendre ça à sa charge, il a eu un tollé. Parce que l'adjoint au maire Clermont a dit, mais attendez, c'est complètement immoral. Ça veut dire que les gens qui ont les moyens de s'acheter une voiture électrique, et ça ne se discute pas. Ceux-là, ils ne le rechargeront pas chez eux, ou même s'ils viendront le recharger, ou les gens qui vont passer, ça leur coûtera 8 fois moins cher que de faire plein sa voiture en gazole ou en essence. Donc on pénalise ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Et donc par contre, il dit, il serait quand même sage de leur faire payer le coût réel. Il faut faire tout complet. Ça va de soi. Bon, le président Bernard Messer, qui a présenté ça, mais c'était un petit peu en fin de course, a dit bon, mais on peut bien faire l'essai pour une année. D'accord, faire l'essai, mais c'est là où on nous a approché, donc il faut dire que l'apéritif était bien avancé et que Gérard il sait comment ça se passe, donc il fallait aller un peu plus vite, etc. Donc c'est parti à l'emballage. Est-ce que vous êtes d'accord pour voter le texte? Je suis désolé, on a été un certain nombre, on s'est abstenu. Moi, je ne peux pas me permettre de prendre cette position. Donc je voulais vous dire que, voilà, ça a été acté, ça se passera comme ça, mais que moi, représentant la commune, je me suis abstenu. Voilà. Parce que c'est un peu immoral de faire payer 6 centimes alors qu'en réalité, ça coûte 8 fois plus. Qu'on mette le système en place, il y a un certain nombre de communes, Saint-Germain-d'Auvergne, comme ça, etc. Bon, ou sur les axes autoroutiers, pour que les gens puissent se charger. D'accord, que ça soit mis en charge par le siècle, parce que c'est quand même l'argent du contribuable. Voilà. Non, merci de cette information. Sachant que effectivement les bornes électriques, c'est un vaste sujet. Alors, si je vous présente ça, c'est tout simplement, bon, on va considérer que le conseil il y a 22,09 EEV. Voilà, si je vous présente ça, c'est simplement l'aire d'autoroute dont les travaux vont attaquer incessamment sous peu et qui va être complètement modifié. Donc vous pouvez voir que